Ça donne envie, en tout cas. Hein. Voilà. En tout cas, qu'il y a quelque chose de cinématographique. Juste en regardant, ça te raconte déjà une histoire et tu sais à quoi t'attendre. Alors on ne sait pas à quoi s'attendre exactement, mais on voit quelque chose venir. Oui, tu le vois bien. Des gros trucs venir même. Oui, exactement, ouais, c'est ça. Donc là, ça va être intéressant. On va jouer à un jeu qui va donc avoir déjà un background existant avec le premier Ibris. Et là, on va arriver 200 ans plus tard sur le théâtre d'opération de la guerre de Troie. Et donc, du coup, on va avoir 3 factions et je vais vous expliquer à quel moment de l'histoire on est et qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est un peu une suite directe en fait quoi. Donc, Une suite complètement directe. C'est un 2. Et il sera modulable avec les personnages du premier ou enfin, non. Non, là, c'est pas modulable dans le sens de tel matériel de celui-ci, tel matériel de celui-là. Ok, donc encore plus de place dans la cheminée, sur la cheminée. Déjà que le premier prend énormément de place, mais voilà, là on a à peu près l'idée de. Un proto là, c'est déjà. Si, C'est un proto que nous on qualifie de juste ok quoi. Quasi final quoi. Ah non, c'est juste ok, là il manque, on est à 40% de l'artistique, il manque énormément de choses. Les plateaux sont pas encore ergonomiques, mais c'est des choses qui vont arriver progressivement avec le développement. Oui, avec le double couche et tout ça, ouais. On connaît. Ah bah oui, le double couche il était dans le premier, donc. Je trouve que c'est. Alors même mieux parce que là l'idée c'est que le jeu soit full néoprène. À la type théorie game quoi. Ok. Ouh, ça promet. C'est-à-dire que par exemple au lieu d'avoir juste des ressources comme ça, on aura plutôt des playmats avec des chips qu'on va tourner pour calculer tes ressources, etc. Parce que l'échelle des choses, exactement, donc on n'aura pas de double couche, on aura plutôt du néoprène troué. Eh ben, Donc, écoutez, en fait, ça a toujours été des volontés que j'ai toujours dit depuis le départ, c'était d'être un peu, même si c'est vulgarisant de le dire, chips théorie game français d'une certaine façon. C'est un peu peut-être ambitieux, mais en tout cas c'est un objectif et on va voir si on est capable de le relever. moi je pense que oui, hein. ouais, On travaille sur le premier. Mais c'est un jeu très attendu par les gros joueurs parce que là on a des amis là qui étaient passés, ils disent ah ben on a essayé d'avoir un rendez-vous mais il n'y avait plus de créneau et on a eu la chance d'avoir On a eu la chance d'avoir avec le créneau, le ouais. dernier qui était libre. Ah, vous êtes arrivé, mais juste au moment où il fallait. Ah ouais, mais c'est le destin. C'est la chance des On fois. devait jouer. Bah, c'était pour toi vu que t'adores le premier. Oui c'est vrai. Bim, France. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas aimé. Comme je dis, j'adore parce que moi je fais des jeux qui sont globalement clivants. J'ai pas envie de faire un jeu consensuel qui va plaire à tout le monde. Et je trouve ça cool parce qu'on peut en discuter, on peut en critiquer, on peut échanger. Et c'est ça qui est bien. Si tu fais un jeu qui plaît à tout le monde, c'est un peu fade d'une certaine façon. C'est bien aussi d'avoir quelque chose un peu rugueux et qu'on en parle. Consensus tue le consensus. Alors, Quelque chose d'entier. Ouais. Alors les amis, Ibris 2, qu'est-ce que c'est? 200 ans après les événements du premier, vous allez jouer donc les Achéens, menés par Zeus, Athéna, Poséidon, entre autres, qui sont devenus complètement fous de l'Aegis. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont tellement devenus fous de l'Aegis qu'ils ont tué intégralement tous les primordiaux pour récupérer leur essence divine. Ils ont chassé tous les artefacts qui existaient pour les détruire et pour récupérer l'Aegis, et aujourd'hui il ne reste plus qu'une seule source d'Aegis, qui est l'œil de Nyx. L'œil de Nyx, c'est ce qu'on voit en fait sur voilà le dessin qu'on voyait dans le premier, c'est la gemme à côté du sous-titre. Voilà, c'était foreshadowé dans le premier. Et donc cet œil de Nyx, eh ben Poséidon l'avait utilisé pour fabriquer la muraille de Troie et la ville de Troie. Donc du coup, cet artefact extrêmement puissant et ironiquement le truc qu'ils doivent réussir à défoncer pour le récupérer. c'est un peu l'anneau unique quoi. Ouais, un petit côté comme ça, on pourrait dire effectivement. Donc, l'objectif va être très très clair pour les 3 factions. C'est un jeu en opposition. Donc, on va avoir d'un côté notre ami Achéen qui va donner le tempo de la guerre. Et lui va essayer de récupérer cet œil de 3 façons. La première, c'est militairement. S'il arrive à casser un segment du mur, en enlevant les points de structure restants, eh ben, il va rentrer dans la cité, il va gagner immédiatement la partie. Condition très claire. La seconde, notre ami Troyen a une jauge de morale, ici qui est setup à 10, donc là elle est sur 9, on va la remettre à 10, là le petit cube, ici. Voilà. Et donc ça représente l'économie, le moral de la cité, parce que la cité protège d'autres villes qu'il y a sur la mer Égée. Et si ça vient à tomber à 0, eh bien les gens fuient, les portes s'ouvrent, c'est terminé quoi. Et t'as plus qu'à récupérer, voilà, l'œil de Nyx. Enfin, la dernière façon, c'est l'infiltration. Tout le monde se souvient du cheval de Troie quand même, qui est mythique pour le coup. Et eh bien, c'est représenté ici par cette cité. Alors le mystique, il s'en fiche un peu. C'est une mécanique, il peut y participer, mais c'est proactif. Là, l'idée, c'est que on va avoir des agents achéens qui sont déjà infiltrés à l'intérieur de la cité, ici. Ils ne sont pas encore détectés, et donc on a une milice troyenne qui est là. Et en gros, globalement, ça va être une mécanique de fuite. C'est Benny Hill, tu vois, et s'ils sont rattrapés, hop, on revient ici. Mais si par contre, lui, il arrive à avancer, il va pouvoir faire un sabotage, enlever
un point de vie partout. Et s'il avance ici, eh bien, il va s'enfoncer dans la ville. Et il va arriver dans le temple de Priam. Et là, dans le temple, c'est la même, course-poursuite. Il peut assassiner des gens dans le conseil, il peut empoisonner des gens dans le conseil, on y viendra après, mais il peut progresser. Et s'il progresse encore, il va arriver ce qu'on appelle dans l'Encardion, qui est l'endroit où se trouve l'œil de Nyx, où il est protégé. Si tu arrives à aller jusque-là, bravo, tu as gagné par infiltration. Donc tu vas avoir 3 modes pour réussir à gagner. D'accord ? Alors, pour les bienfaits de cette démo, comme elle ne va pas durer 107 ans, je vous invite à ignorer intégralement la partie infiltration. J'expliquerai quand même la mécanique, mais elle n'est pas nécessaire pour ce que vous allez vivre. Moi, j'aime bien l'infiltration. Ah, elle est chouette, c'est un axe vraiment chouette. On sait qu'on a des gens qui sont rentrés, mais en fait, en gros, si on arrive à trouver des indices comme quoi il y a des gens qui ont pénétré, on va mettre de l'alerte. Et plus l'alerte est montée, plus ça va monter. Et donc, si on rattrape, c'est-à-dire que les miliciens ont trouvé en fait les gens. L'endroit où ils sont. Voilà. Et à l'inverse, le joueur mystique va pouvoir mettre des cultes. En fait, il y a des gens ou troyens ou achéens ou des deux qui vont devenir mystiques. Et lui, ça va lui donner des bonus à chaque fois qu'on s'enfonce dans la ville. Parce que lui, il aura accès à des savoirs qui étaient de plus en plus interdits. D'accord ? Voilà. Donc, ensuite, l'objectif de notre ami troyen, eh bien, il est fort simple, survivre. Et il doit survivre les 10 années de la guerre. Alors le jeu a une particularité de pouvoir être joué de 4 modules différents en termes de temps, soit une guerre totale depuis la première année, où on peut jouer plus tard et avoir des parties plus courtes. Voilà. Mais en tout cas, si tu arrives à la dernière année, tu survis. Et enfin, le mystique, c'est encore autre chose. Il s'en fiche de la guerre, il s'en fiche de l'œil, il s'en fiche qu'il y ait des morts. Lui, ce qu'il veut, c'est répondre à une question qu'il n'a pas réussi à répondre dans le premier. Je vais juste attendre. Alors Quentin. Et donc Quentin peut peut-être répondre à cette question. Mais en gros, le mystique ici, c'est Hadès. Il a retourné toutes ses tuiles en gros dans le premier Ibris. Il est devenu très puissant, mais ça n'a pas répondu à sa question de pourquoi je suis un dieu. Eh bien ici, il va essayer d'y répondre en récupérant toutes les connaissances possibles. Tu as une piste à côté de toi qui est la piste d'omniscience. Voilà, qui est la piste ici. Voilà. Et tu as 3 jetons dessus. Ces 3 jetons correspondent à 3 éléments qui vont être les origines, d'où on vient, les primordiaux, pourquoi on les a tués, et les artefacts, pourquoi ils sont là. Donc c'est ces jetons-là. Et toi, tu as une carte à côté de ta main gauche. Voilà, c'est là que tu vas pas montrer, parce que sinon tu vas montrer l'objectif caché des autres. Mais ça va donner la valeur que tu dois atteindre sur chacun des pions. D'accord. Si tu atteins ça, tu montes la carte, tu gagnes tout de suite. Parce que tu auras atteint l'omniscience. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? C'est un triangle amoureux où on va avoir l'ami achéen qui veut casser ça, mais il n'aura jamais assez de ressources pour le faire. Donc, il va avoir besoin de ton aide. Et le troyen qui pourra jamais tenir réellement la position. Et donc, il aura besoin de ton aide. Donc, le triangle amoureux, il est là. C'est pas du semi-coopératif. Absolument pas. On se fait des coups en douce, Ah oui, là, il y en aura des coups et pas qu'en douce. Hein. on établit des alliances qu'on brise aussitôt. Et voilà, quoi. C'est ça. C'est violent comme les écrits d'Homère. Si vous avez lu l'Iliade et l'Odyssée, ça va pas par 4 chemins, quoi. Et là, on va le retrouver. Hein. Faut pas s'inquiéter, il y aura des pleurs. Hein. Et donc, tout ça pour dire que toi, tu vas être un élément central de négociation et tu vas être le faiseur de roi. Hein, alors là, le king-making, il y en aura ici. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir négocier constamment et que l'allié de demain sera peut-être l'ennemi... l'allié d'aujourd'hui sera l'ennemi de demain, mais qu'on va être nécessaire de parler avec toi. Si on parle trop souvent avec toi et qu'on négocie trop, tu iras plus vite que lui, c'est ce que tu cherches à faire. Donc, il faut le ralentir. Mais en même temps, si tu vas trop lentement, tu n'arriveras pas à ton objectif de fin. Aspect négociation très intéressant. Donc, comment ça va se passer en termes de mécanique de jeu ? On va avoir 3 factions différentes qui ont 3 mécaniques de jeu différentes dans une même phase de jeu. En gros, une phase de jeu, c'est quoi ? On va avoir 4 phases. Une phase de stratégie où notre ami achéen, il va prévoir les actions qu'il va faire à travers un système de cartes. Donc, on va avoir un système, en gros, de cartes driven. Et lui, sa particularité, c'est que c'est lui qui donne le tempo de la guerre. Donc, il va dépenser du temps. Le temps qu'il donne, qu'on appelle les prytanies, les saisons en grec, c'est le temps qu'il va donner aux joueurs troyens. Plus tu fais des actions longues, plus tu te donneras le temps de se remobiliser, de se préparer en tant que joueur troyen. D'accord ? Le troyen, lui, il va avoir donc des personnages qui sont symbolisés par des cartes, qui sont là-bas,
Et les cartes qu'il y a ici, en gros, vont lui permettre de faire des actions de différents types, politiques, militaires ou logistiques. Et ça, en gros, ça lui permettra de prendre son personnage, à l'occurrence ici Priam, pour faire une action soit militaire, soit politique, soit logistique. Et donc là, on a une mécanique de poste d'ouvrier. D'accord. Nico. Oui. Et enfin, le mystique, c'est quelque chose de radicalement différent. Lui, il va plutôt jouer par un tableau, une table de Ouija géante, en gros, qui va lui indiquer, il va essayer de prophétiser, de deviner les actions que vont faire les autres joueurs. Toi, tu prophètes, tu as 4... Ouais, complètement. Tu as 4 neneuils, et tout le reste, c'est pas des neneuils. Et toi, tu vas mettre des jetons partout en essayant de deviner ce qu'ils vont faire. Si tu découvres ce que va faire un joueur, on arrête le tour du joueur, et toi, tu joues avant. Ok, donc c'est pour avoir la priorité. Et c'est possible que dans cette démo, Nico, tu joues pas. D'accord. Ce qui va te faire aimer le jeu à fond. Quand il arrive là dans le jeu, je suis emballé. Là, il est conquis. Non, mais je suis déjà conquis. Et donc du coup, ça te permettrait, toi, de jouer une de tes 6 actions. Alors, pour le bien de la démo et pour avoir quelque chose d'un peu plus roleplay, je vais pas expliquer l'intégralité des règles, ce qui fait qu'on aura des fois un peu de frustration, mais voilà, hein, c'est pas grave. Mais par contre, ça va faire émerger de l'histoire et des choses assez rigolotes. Et on va essayer de le jouer un peu plus au feeling, en fait, d'accord ? Voilà, mais je vais expliquer quand même globalement à quoi ça ressemble. Ne vous inquiétez pas. On joue sans connaître les règles, on se prend la boîte de dés. Donc ça, c'est la première phase. Première phase, toi, tu choisiras autant de cartes que tu veux. Les cartes que tu joues pas, tu les mets ici. Pareil pour le joueur troyen qui va choisir des personnages, qui va garder des personnages qui ne jouera pas. Et toi, pendant ce temps-là, tu mettras des petits jetons ici et tu choisiras comment tu vas te set-up en caractéristiques militaires, spirituelles et politiques. Parce que toi, tu as cette espèce de versatilité. La deuxième phase, ça va être une phase d'action qu'on appelle la phase de saison. Globalement, grâce à cette piste, toi, tu vas donner le tempo de la guerre. Tu vas dire, je vais faire une action de fabriquer. Et à chaque fois que tu vas jouer une action, tu vas devoir dépenser entre 1 et 3 saisons. Donc du coup, si tu dépenses par exemple 2 saisons, eh bien tu vas avoir un bonus de 2 de temps. Donc tu feras ton action. Et ensuite, alors bien sûr, Nico, entre-temps, il va tourner, voir s'il a trouvé fabriqué. Tu as trouvé fabriqué, tu vas jouer. Tu n'as pas trouvé, tu fais ton action. Si tu avais trouvé, tu joues, puis ensuite, il va jouer son action fabriquée. Voilà. Toi, tu vas faire ta fabrication. À l'occurrence, ici, fabriquer, c'est rajouter des unités dans l'île de Lemnos. Voilà. Chaque, on va dire, personnage a ses propres unités, qui sont de 4 types. Mon robot, mon dieu, mon MK. Mes unités de mobilisation, donc ça va être des bateaux, des arches de téléportation pour les mystiques. Ensuite, les guerriers de base, donc les troopers, en gros, là, donc voilà. Ensuite, les unités lourdes, donc à l'occurrence pour lui des minotaures, pour toi des cyclopes, et pour lui des centaures. Et enfin, des unités volantes, donc des harpies, des griffons, des tolos. Donc voilà, vous avez 4 types d'unités. Et fabriquer va permettre de fabriquer des unités. Et donc, le temps qu'il donne, par exemple ici 2, eh bien quand ça va être à Nico de jouer, eh bien il va choisir un personnage et il aura 2 unités de temps. Et ces 2 unités de temps, c'est grâce au joueur achéen qui lui donne. Et donc, lui, quand il va choisir son personnage et que par exemple il va se dire je vais entraîner du monde, il va avoir une action immédiate. À l'occurrence ici, ça va être de piocher autant de temps de cartes, donc ici 2, et c'est tout. Et si le personnage est encore présent dans le conseil à la fin de l'année, eh bien il va pouvoir activer le pouvoir d'entraîner. Parce qu'entraîner des gens, ça prend du temps. Construire des renforts, ça prend du temps. Et si le personnage n'est plus là parce qu'il a été tué, empoisonné ou envoyé au front, il ne pourra plus entraîner. Et donc du coup, ça va mettre beaucoup de tension pour lui parce qu'il va devoir toujours être tiraillé parce qu'il est assailli, il est acculé. Est-ce que je laisse mes personnages ici ou est-ce que j'aide ? Ils sont pas éternels, on peut les perdre. Ah ça, tes héros, non, ils sont pas éternels. Un personnage qui meurt, il meurt, sauf pour lui, parce que lui, il peut les ramener de l'Hadès. Mais quel tricheur. Mais oui. Je suis immortel, ça. Une fois que tout le monde a joué et que l'intégralité des saisons a été utilisée, eh bien à ce moment-là, on va passer à l'avant-dernière phase de jeu qui est la fin du tour. En gros, pour schématiser, vous allez gagner des valeurs, de ressources, de la thune, des ressources, du commandement, on va en parler juste après. Et on va faire avancer le temps, on va faire avancer les infiltrations, voilà. Et surtout, on va déclencher la dernière phase qui est l'effet de siège. Notre ami Nico qui joue troyen, il perdra 1 de morale de base, parce que c'est l'usure de la guerre, il est sous un siège, et 1 de morale par ville qu'il ne possède plus. Dans le contexte actuel, Psyra est pour les Achéens,
et Skiro et pour les mystiques. Donc il perdrait 3 de morale à la fin de chaque tour pour l'instant. Et là vous voyez qu'il peut très vite perdre la partie. Parce qu'il a que 10 actuellement, donc ça peut taper sévère. Il peut monter son moral, hein, effectivement. Donc voilà un tour de jeu, à quoi ça va ressembler. Maintenant, on va parler donc de la ressource principale du jeu, qui est le plateau de commandement. Toute la résolution des conflits dans ce jeu, que ce soit militaire, politique, de la négociation, bref, quoi qu'il arrive, ça va être réglé avec un battle mat. Votre battle mat, en gros, il représente votre stratégie et votre capacité guerrière et diplomatique à pouvoir mener les actions dans une année. Et ça se représente de quelle façon? Eh bien, c'est prédictif. C'est-à-dire que, imaginons qu'on a un conflit ouvert pour l'obtention d'une ville, ici, et que cette ville, on va avoir l'Achéen qui la souhaite. Donc imaginons par exemple qu'il a un personnage ici, et qui veut prendre diplomatiquement la ville, car il a joué diplomatie. La diplomatie lui donne une valeur, par exemple 2. Eh bien, la ville ici a une valeur diplomatique de 4. Vous le voyez, en fait, il y a des caractéristiques. Et donc, ça veut dire que s'il veut atteindre cette ville, il faut déjà qu'il dépasse la valeur de 4. Donc, toi, tu as 2. Si tu veux dépasser 4, il va falloir que tu dépenses 3 de détermination. La détermination, c'est ce qu'on utilise le plus régulièrement pour tout, pour monter à 5. Mais le twist, c'est que la ville, elle appartient à 3. Et donc, Nico peut lui aussi dépenser de la détermination pour faire monter l'enchère. Mais attention, comme c'est toi qui initie, c'est toi qui dois dire combien tu dépenses tout de suite. Oui. Et là où c'est très très important, les amis, si vous voulez dire, bah oui, mais j'ai qu'à mettre le taquet, et puis voilà. Mais non, mais c'est qu'il y a toute l'année, et vous allez utiliser ça pour toute l'année. Donc si vous cramez tout, et oui, si vous cramez tout sur une pauvre action, bah derrière, lui, il va faire un combat, et il défonce la tête de Nico parce qu'il aura mis un all-in direct, et il aura tout acheté. Tu vois? Pour faire une analogie. Donc voilà comment ça marche. Donc attention à ça, vous en récupérez à la fin de chaque année. Et je ne vais pas vous dire comment tout de suite parce que... Hein, Ouais, et puis, dans les détails. j'ai envie vraiment de vous voir queener. Donc ça va vraiment être... C'est l'état d'esprit. Voilà. Donc voilà, vous comprenez donc que les villes, à travers ces petites fiches, ont donc des valeurs politiques, des valeurs militaires, si on les attaque, des points de structure, parce que si la ville est cassée, elle brûle. Si la ville brûle, il perdra encore plus de morale, mais surtout, ça veut dire que les ressources disponibles par la ville ne sont plus accessibles par n'importe qui. Et vous avez 3 types de ressources que vous voyez sur votre plateau personnel, de la population, des matériaux et de la nourriture, que vous utiliserez pour fabriquer vos unités. Et donc vous voyez que vos unités ont des valeurs de fabrication. Et pour lui, il les utilise également pour renforcer ses murs ou pour créer des canons. Voilà, vous voyez l'idée? Ah, ça a l'air complexe quand même. En fait, c'est assez logique, mais oui, c'est dense. Voilà. Pour faire chacune de ces unités, à chaque fois, il faut ce qu'il y a écrit là. Non, ça c'est le truc de départ. Ce que tu as écrit ici. D'accord, là. Chaque ligne, Ça, c'est écrit là. départ, Non, ça, c'est quand ton robot est cassé. Mais on en parlera si ça arrive. D'accord? Ça, ouais. On va faire un petit tour donc des actions globalement et je vous propose qu'on se lance dans le jeu immédiatement. La map, elle est constituée de zones. Dans une zone, elle peut être soit maritime, soit terrestre. Elle peut être un mix des deux, mais s'il y a un mix des deux, elle est considérée comme étant terrestre. D'accord? Les unités peuvent être maritimes ou terrestres ou alors volantes. D'accord? Donc vous comprenez que si je suis volant, je vais où je veux. Voilà, donc je pourrais potentiellement rentrer dans 3, mais non, car il y a des champs de force qui m'empêchent de rentrer. Sinon, tu gagnes tout de suite et j'ai redéveloppé tout ça pendant 3 ans pour rien. Le mec super débile. Ou alors, du coup, eh bien, avec tes bateaux, tu vas pouvoir prendre tes unités et bouger. D'accord? Si à un moment, tu n'as plus de bateau, ils coulent et tu meurs. Ah, ils sont sur le bateau. Oui. Et oui, vaut mieux parce que, voilà, avec une armure de 25 kg, ça va être chaud. Avec le pactage 25 kg, tu pars pas. Du coup, ça c'est l'échelle de granularité de mouvement pour les unités. Mais les robots sont beaucoup plus gros. Et les robots, ils sont sur des nœuds, comme ça. Quand on est sur un nœud, on est considéré comme étant présent sur toutes les zones. Donc lui, vous comprenez que l'unité adjacente, c'est là. Et donc l'échelle, quand il bouge, c'est qu'il bouge de nœud en nœud. Très rapidement, vous pouvez être au contact et ça montre l'échelle, en fait, énorme des robots. Et de violence, c'est ça. Alors les actions, globalement, vous les avez sur votre fiche principale. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire sur une partie? Alors les actions possibles.
qu'est-ce qu'il y a? Globalement, je vais passer très rapidement dessus. On va avoir donc des actions de mouvement pour bouger, des actions de bataille pour faire la guerre, des actions de fabriquer pour créer des unités, de l'infiltration que je ne vous conseille pas d'utiliser dans cette démo pour s'infiltrer, parce que c'est quelque chose sur le long terme, c'est pas intéressant. Il y a 3 niveaux. Ouais, le repos pour récupérer ses cartes, car les cartes utilisées sont perdues. Ce qui va permettre toi d'améliorer et d'affiner en fait ta recherche. Négocier pour ouvrir la discussion avec notre ami, la diplomatie pour prendre les villes sans les casser, la réquisition pour prendre les villes en les cassant. D'accord? Et bien sûr, quelque chose d'important, c'est que les bateaux créent des routes commerciales entre les villes et Troie. Pour que Troie puisse récupérer des ressources, il ne faut pas casser les endroits de bateaux, sinon ils sont plus connectés. Voilà. Et la réquisition permet de casser les bateaux, enfin, de réquisitionner les bateaux. D'accord? Donc toi, maintenant, tu vas sélectionner, tu vas prendre un petit peu de temps, hein, je te l'avoue, le temps que j'explique le reste, mais tu as déjà un travail. Tu choisis donc les cartes de ton choix et tu vas placer celle que tu veux utiliser là, celle que tu ne veux pas ici. Sois malin, tu auras 7 unités de temps. Chaque carte mange entre 1 et 3 unités de temps. C'est-à-dire que tu vas mettre minimalement 3 cartes, donc tu seras entre 3, 4, 5 cartes. Tu peux faire 7 unités de 1, mais ça lui donne, c'est très réactif du coup, tu vois. Donc pour moi, 3 cartes, c'est top, tu vois, 3-4 cartes. Donc pendant ce temps-là, eh ben, non, ça tu ignores ça pour l'instant. T'as pas de coup, tu choisis ce que tu veux pas mettre. Toi, pendant ce temps-là, tu choisiras parmi tes 6 personnages, les personnages que tu veux garder, les personnages que tu ne veux pas utiliser. Ouais. Honnêtement, sur une première game, partie comme ça, c'est 3-4 personnages, quoi. Et puis, bah, toi, pendant ce temps-là, tu vas gérer ta roue pour dire les ressources que tu veux, et sur tu vas mettre des non-œils partout. Ou des non-non-œils partout. Ah bah, tu vas tout mettre, tous tes jetons sur la table. Voilà. Bien sûr, donc tu vas essayer d'utiliser les actions neutres. Tu penses que les gens vont bouger. Tu penses que les gens vont faire de la bataille. Et par exemple, tu vois le mouvement, tu peux aussi dire « Je pense vraiment que l'Achéen va bouger ». Si c'est le cas, tu gagneras un de commandement. Et si tu as pensé que quelqu'un allait bouger et encore plus l'Achéen, tu auras le droit de faire 2 actions consécutives. Mais là, c'est all-in. Hein. Si ça se fait pas, tu auras perdu 2 non-œils. Bon chance. Ouais, merci. On va te laisser mettre tout ça. D'accord ? En fait, ça parle d'assez simple. Enfin, je veux dire, c'est très évocateur. Réquisition, c'est prendre une ville. Fabriquer, c'est créer des unités. Infiltrer, tu sais qu'il va pas le faire, donc tu fais ça tout de suite. Repos, reprendre des cartes. Je pense pas non plus. Donc tu peux faire ça. Ensuite, forcément, il risque d'avoir du mouvement, peut-être de la bataille, peut-être de la diplo. Voilà, tu vois. Et même si tu te trompes au final, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc, je vous laisse choisir pendant quelques instants tout ce beau monde. Donc là maintenant, tout le monde a fini de sa phase de stratégie en mettant tous les éléments. À cette fin de phase de stratégie, vous avez une carte tactique. Donc ce sont les cartes avec le dos qui ressemble à une carte. Vous en piochez chacun une de votre paquet. Pour simplifier à mort, c'est comme les cartes intrigues de Dune. Donc, et donc du coup, eh bien, ces cartes-là, en fait, vous les jouerez suivant ce qui va se passer en dépensant un de tactique. D'accord ? Voilà. Et donc maintenant, on va rentrer dans le cœur du jeu. En commençant par notre ami Achéen, c'est lui qui donne le tempo de la guerre. Tu vas prendre ton paquet de cartes et tu vas dire combien tu prends d'actions ce tour-ci. Tu prends combien d'actions ? 4. Donc il va gagner 4 points de commandement, qui est la ressource générique du jeu. Et donc tu vas panacher comme tu veux ton commandement où tu veux. Et 6. Donc voilà. Là tu vas mettre ce que tu veux. À quoi servent ces ressources ? Négocier, faire la diplomatie, taper, évidemment. Parce que c'est important, faut pas oublier quand même qu'on est la guerre de Troie. Voilà. Ou la connaissance, bref, c'est vraiment utilisé partout, mais c'est prédictif. Il n'y a pas de lancer de dés, il n'y a pas de carte. Donc ça, c'est super important. D'accord ? Pendant que tu choisis, toi, tu vas nous dire combien tu prends de personnages que tu veux mettre dans ta pose d'ouvrier. Combien tu veux en prendre ? Donc tu en prends 3. Donc 3 personnages qui restent à la maison, ils peuvent continuer la gestion de la ville de Troie. Ouais. Tu gagnes 3 points de commandement. D'accord. Et toi, bah, tu vis d'amour et d'eau fraîche, tu gagnes rien.
Ça me rappelle un peu Heroes of Might and Magic où il y avait les seigneurs qui restaient un peu dans les cités pour donner quelques bonus. Oui, ça, Ceux qui partaient un peu en guerre. ça émule le fait qu'il y a la cité à gérer en temps de guerre et qu'eux peuvent rassurer la population, les troupes, etc. etc. Voilà. Bon, Et donc c'est parti, on y va. Ouais, mais je pense que jouer, filmer, premier tour, mais il va falloir que je me concentre. Il vaut mieux connaître bien le jeu pour en parler ensuite et avoir un échange plus. Ça marche. Les amis, après cette première approche, on n'a fait qu'un tour de jeu. Alors déjà, le retour comme ça immédiatement, Nico. Ah ben, même moi, si j'avais pas le rôle le plus actif, j'ai adoré, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'aime. La générosité, le gameplay tellement profond, plein de possibilités de points de victoire. Voilà, de la profondeur, ça m'a fait un peu... Vous regardez faire le ping-pong, moi ça m'a fait cramer le cerveau, savoir comment j'aurais réagi moi et tout, mais super retour. Parce que toi, voilà, on avait quand même trois factions, c'est trois factions, avec des gameplays vraiment uniques, chacun, donc sa mécanique. C'est totalement asymétrique. Toi, tu avais celle qui était la plus originale, qui était en réaction, en anticipation au plan de jeu qui se déroulait sous tes yeux, donc tu étais vraiment un peu l'observateur, dire bon, je vais me placer, Observateur divin, tu sais. profiter de la situation. Comment toi tu as senti ton rôle? En plus tu as assez bien anticipé, tu as pu parce que ce que nous disait Damien là, tu me donnes une micro, tu vois vraiment c'est un rôle particulier où tu ne peux ne pas jouer, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Tu anticipes mal. Voilà, en fait, il faut essayer de deviner les actions des joueurs. Et si tu devines, tu vas pouvoir t'intercaler dans les actions et peut-être changer eh bien, le cours de l'action initiale du joueur, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que essayer de deviner ce que vont faire les autres, ça va être de mettre ta machination en marche, ton plan, et pour essayer de les coiffer sur le poteau, en fait. Oui. Et ce qui veut dire que si on n'observe pas trop ce qui se passe, si on ne regarde pas trop ce qui se passe et qu'on joue vraiment que dans son coin sans contrôler vraiment les actions des autres, eh bien, en fait, on va juste perdre des actions. Parce que là, en fait, ce qui est intéressant dans cette faction, c'est carrément, il a un rôle. On peut jouer, par exemple, dans un autre jeu, un wargame, on joue par opportunisme. On va profiter, il y en a deux qui s'en mettent plein la gueule, alors que là, la faction est opportuniste par essence. Exactement. Là, vraiment travailler cet aspect-là et dire, Oui. tu dois À le jouer l'extrême. comme ça. C'est pas un choix, c'est que c'est ton plan de jeu. Tu dois profiter de la situation. Exactement. Parce que les enjeux, finalement, de la guerre de Troie, ils s'en foutent complètement. Et ça, c'est chouette parce que, du coup, ça délivre le personnage de pas vouloir être dans le plan, mais en même temps, il doit faire attention parce que si l'un va trop vite, bah, il va perdre, et s'il va pas assez rapidement, bah, le Troyen va gagner juste par le temps. Ouais. Guilain, toi qui étais donc l'assaillant, qui prenait d'assaut 3, alors Moi en fait j'ai pas trop aimé le jeu, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ah non merde, là je suis en train de parler comme Nicolas, pardon. Non, moi j'ai adoré, franchement, c'est totalement le genre de jeu que j'aime. Alors c'est vrai que j'aime bien les brouettes 2D, donc moi j'aime bien l'aléatoire, contrairement à vous deux. Juste un petit point, c'est vrai que là c'est déterminisme. Mais là il y a zéro aléatoire, c'est vraiment Ça m'a pas gêné. stratégie, déterminisme, Il y en a d'autres, ça planification. Il y a vraiment pas mal de concepts qui s'interpénètrent, on va dire. Le jeu de cartes, sortir des cartes, la divination, la pose d'ouvrier, même la planification, un peu ce que tu fais toi au début là. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal et ça fonctionne. C'est un creuset, en plus la mythologie grecque, bah moi j'adore, donc voilà. Ouais. Là je suis client mais à 200%. Et le côté steampunk, pas steampunk, mais le côté, on va dire, à la Ulysse 31, quoi, le côté futuriste mythologie grecque, Et dans la continuité ça du fait un personnage. super. Moi j'ai pas joué au 1, donc malheureusement je peux pas en parler. Bah, il est derrière. Mais ce 2 en tout cas, je pense que je vais être baqué, je pense que je vais jouer avec ma mère de 80 ans, comme j'ai expliqué, qui joue à tous mes jeux, hein, qui joue à Erune, qui joue à tout ça. Et Alexis, bon, il joue à des jeux 14+, donc je pense que je vais réussir à C'est vrai que tu as deux extrêmes opposés. le briefer dessus aussi. Un enfant quand même d'un certain jeune Qui a âge, 9 ans, et enfin ta 8 mère ans, d'un certain âge. 8 ans et demi, mais qui joue à quasiment tous les jeux 14+, donc bon. Il a commencé tellement tôt, à 3 ans et demi, que maintenant, bah, il joue à Terraforming Mars, donc voilà, à 8 ans. Oui, mais des Donc, fois, tu oublies un peu que c'est un enfant, donc oui, il est capable tout à fait. il est capable, des fois il s'énerve, machin, mais il est de plus en plus amateur de jeux comme ça. Et je garde aussi des jeux de son âge. Mais c'est vrai pas que jouer les étapes, oui. lui est demandeur. Donc, Question, mais- comme il demande, je vais pas lui imposer. Mais quand il demande, bah, je
je fais le pair ouvert et Ouais, d'accord. et ouais non carrément je vais le baquer, ouais c'est sûr et certain, hein. À 99,3% quoi. On va en parler un petit peu. Allez, on y va, on en parle. Donc, Oui, ça après, sera on va sur, regarder un peu sur le jeu, mais parlons-en, allons-y. Pardon, alors ça sera Et sur. peut-être aussi demander à Nico son retour. C'est vrai, mais on s'en fout de Nico. Bon, ça- Il a pas aimé donc. Je pense qu'il a plus apprécié celui-là que le premier, à mon avis. Alors mon retour, oui, on va un peu. Moi, j'étais donc 3, je devais défendre. Je dirais, heureusement qu'il y a eu ces sensations de te défendre et de te sentir oppressé. directement. Non, pas forcément, mais dans la globalité. Alors, je me suis pas senti en danger puisque on n'a pas développé le jeu où il se retrouve donc puisque là il y a quand même un front puisque là tu nous as montré les canons qui peuvent attaquer sur la moitié de la map, atteindre la moitié de la map. Donc là eux ils se retrouvent au départ sur l'autre moitié où ils ne sont pas atteignables. Moi j'ai perdu 2 villes, hein. Oui. Alors, moi je me suis positionné donc avec mon gros titan ici. J'ai vu que Nico par opportunisme essayait de se placer et de conquérir cette île. Moi, mon plan de jeu, c'est simplement de préserver mes acquis et d'essayer avant qu'ils me rentrent dedans, d'avoir le maximum d'atouts dans ma manche. Toi, tu m'as attaqué. Je m'y attendais pas. Tu m'as attaqué tout de suite ici. Ah non, t'es venu me faire chier dans mon île. Non, mais j'étais présent. C'était T'étais vraiment là, toi, j'étais présent sur place. Il te faisait juste des doigts d'honneur, c'est tout, quoi. Je me suis pas senti démuni parce que j'ai réussi un peu à prévoir, à avoir à des points des ressources qui sont indiquées ici par la détermination, que ce soit l'armement et la tactique. Et j'ai aussi eu une carte qui m'a sauvé de tactique. J'en avais qu'une. In extremis qui m'a sauvé sans avoir dépensé trop de détermination. Mais ça, c'était aussi un premier tour. Donc après, avoir l'évolution dans la partie de cette situation. Mais j'ai à peu près bien géré. En tout cas, j'ai pas perdu trop de ressources dès le premier tour. Donc moi, mon ressenti, j'aime beaucoup ce côté faction unique. Vraiment un parti pris quand même très fort. On me dit, voilà, une faction vraiment associée à l'opportunisme, qui est, je ne sais pas dans quel autre jeu on peut retrouver un tel parti pris. C'est vrai que la prise en main, il y a quand même beaucoup de choix à prendre en compte, en connaissance du jeu au départ. Et c'est vrai qu'avec cette introduction et avec toi présent qui pouvait répondre directement à pas mal de questions, c'est vrai que ça aide beaucoup à la prise en main qui est quand même, on est quand même sur quelque chose d'exigeant. Comme tu disais, c'est un parti pris, c'est entier. Et on voit on devine, parce qu'après tu nous as dit, tu aurais pu, en fin de partie, tu aurais pu faire ça, tu aurais pu faire telle démarche. À un moment, tu m'avais dit, mais tu peux essayer de t'infiltrer là. Je n'ai pas vu potentiellement l'intérêt, mais comme tu l'as mentionné, j'y ai réfléchi. Je me dis, bon, il y a sûrement un intérêt tactique à essayer de pénétrer, moi, dans le territoire ennemi. Et c'est un peu comme les échecs, c'était d'avoir un coup d'avance pour mettre les autres, eux, en défense et moi, donc, en position d'attaque. Ça n'a pas été ma position. Je me suis dit, bon, c'est vrai que j'avais tellement de ressources là, je voulais pas créer une brèche, parce qu'ils sont quand même deux contre moi. Enfin, deux contre moi. C'est surtout Guy qui était. Non, lui, il est là pour influer sur le truc, mais. Oui. Mais il pouvait choisir aussi de profiter de ce qu'il a fait au départ, c'est essayer de me prendre une île. Oui. Ce qui pouvait donc, moi, me poser un problème, toi, avec tes forces. Il fallait bien que je fasse quelque chose au bout d'un moment, tu sais. Mais évidemment. On parlait tout à l'heure, c'est effectivement avoir peut-être un peu plus. Pour aider le joueur à prendre en main le jeu. Le jeu qui est très intéressant. De chacun, effectivement. Voilà, en fait, c'est moi, mon premier rapport au précédent Ibris, et d'un coup, ça m'avait un petit peu dégoûté de passer autant de temps à essayer de comprendre un peu chaque mécanique, de les calculer. Et de chaque fois, donc, un peu rentrer un peu dans les règles, essayer de. La prise en main, voilà, était vraiment compliquée de mon côté. Mais comme on disait, ça dépend des profils de joueurs. Tu as parlé, c'était très intéressant, tu peux un peu les citer, les situations de jeu, les deux situations extrêmes, des coups d'éclat dont tu avais parlé, de jeux qui ne connaissaient pas le jeu et qui avaient quand même compris. Tu m'as dit un joueur qui était arrivé directement. Exactement, on a eu un joueur avec la faction de Nico. Un joueur mystique qui a réussi à lire et à faire une machination et à faire en fait un coup d'éclat en venant prendre une ville, en menant des ressources et en gagnant avec les cartes vision au dernier moment. Ça c'était chouette. Et le deuxième, c'était un Achéen qui a fait une bataille de diversion pour amener le joueur troyen à un endroit et venir par le bas de la mer taper le mur. Et ça c'était super chouette. Bon, mais c'est un jeu qui est encore ultra généreux, peut-être encore plus que le premier, quoi, franchement. Donc, pour en revenir directement donc, au financement qui va venir, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur le KS? Ça sera, attends, déjà, ça sera sur Gameform, non? Ouais. Avec le stretch play? Comme pour le stretch play, c'est important pour ceux qui ont pas. Ah oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il risque d'être un peu. C'est normal, tu vois, mais. Ça sera la fonction, ouais. Ok. Juste avant de parler de celui-là, rivalité, c'est pour juin, c'est ça? Rivalité, ouais. Que j'ai backé, hein.
C'est quand même aussi une grosse boîte. Hein. Tu vois ce que Si vous voulez, c'est qu'en termes de production, on a déjà nous tout ce qui est prêt en fichier, etc. donc, Là, on voit que surtout des problèmes logistiques, c'est un enfer. Là, normalement, on devrait avoir tout ce qui est canadien, ça devrait être bon, mais il reste surtout le devis américain, c'est compliqué parce que on veut pas se faire avoir comme pour le premier. Le premier, on a sorti vraiment beaucoup de sous de notre poche pour juste finir de payer les transports pour les gens en fait. Et c'est ça qu'il faut faire attention. C'est vrai que c'était le moment Covid, donc c'était compliqué. On n'avait pas les devis qui ont évolué. Ils ont évolué vraiment pas en notre faveur. Et donc pour celui-ci, on veut vraiment d'avoir tous les devis pour calculer au plus juste, pour juste que les gens payent ce qu'ils ont à payer normalement en frais de port et pas que nous on compense en fait. Voilà. Là j'ai hâte parce que je l'ai baqué, donc c'était prévu pour juin, donc on va voir. Oui, bah après ça dépend. Voilà, nous c'est juste un peu frustrant. On est prêt quoi en fait. Voilà. Donc maintenant bah c'est juste d'avoir les bonnes dates pour dire ok let's go, on appuie sur l'impression. Parce que si on imprime trop tôt, bah ça va rester stocké, il va falloir payer du stockage, l'humidité, est-ce que les boîtes vont pas être gondolées? Ah, Pour le carton, c'est terrible. C'est vraiment un travail, c'est vraiment un vrai travail logisticien quoi. Et on le fait avec l'équipe et ça c'est une chose qu'on aimerait pouvoir faire, c'est d'avoir vraiment quelqu'un qui soit là pour la logistique, qui pourrait nous aider à moi pas prendre de temps de logistique et à me concentrer plus sur la création quoi. Bien sûr. Bon, bien sûr, parce que déjà c'est un gros. Vu, on va dire, l'ambition que tu as pour ce que tu essaies de proposer, c'est là où tu dois concentrer le maximum de ton énergie. C'est ça. Et avec toute l'équipe, on essaie de faire au mieux avec les ressources que l'on a pour avancer. Ne pas trop se disperser sur d'autres points et finalement de perdre peut-être en qualité parce qu'on a mis trop d'énergie sur un aspect et le jeu donc en pâtit à la fin. Et c'était rigolo, tout à l'heure tu disais quelque chose, que c'était plus généreux que le premier. En fait c'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'en termes de gameplay tu as trouvé quelque chose de très généreux, limite bac à sable. En fait, et ça c'est chouette parce que l'idée c'est d'avoir moins à produire et moins en matériel que l'autre. Et ça peut paraître bizarre ce que vous dites, mais il y a beaucoup de matériel. Mais en fait, une des choses, c'est par exemple, c'est tout bête ce que je vais vous dire, mais voilà, par exemple, avoir 4 murs, moi ça me permet pas de faire qu'une seule figurine pour un dieu. Ce qui fait qu'en termes de production, 4 murs, je vais en faire, si je fais 1000 boîtes, par exemple, ça fait 4000 murs à faire. 4000 murs, ça me coûte moins cher finalement que de faire que 1000 figurines en fait, c'est truc de Cannes. On peut tromper 1000 fois 1000 personnes, mais on est à Cannes justement et donc du coup ça c'est chouette parce que ça veut dire aussi qu'on fait une économie d'échelle. Oui. Et c'est une des choses qu'on voulait faire ici, c'est que ça reste généreux, mais que vous voyez pas que nous derrière on fait aussi une économie d'échelle. Et il y a des villes qui se ressemblent. Et en fait c'est pas grave, on va pas faire une ville différente pour Tenedos, pour Antissa, etc. C'est même pas remarqué. Les petites villes une forme et les grandes villes une forme. Et moins de travail d'illustration, ça veut pas dire que c'est moins bien, mais ayez conscience qu'il y a plus de 700 illustrations uniques sur le premier, c'est juste overkill en fait. Voilà, alors que là, il y a plein d'illustrations, ce qui est juste suffisant en fait. Pas besoin d'avoir 700 illustrations et que 150 illustrations suffisent largement. C'est le même illustrateur du coup. C'est la même équipe d'illustration. Ça se voit, qui sont là avec Rodrigue, Oscar, etc. On les félicite parce que c'est vraiment magnifique. C'est justement raisonnable, donc il faut avoir confiance justement pour ne pas perdre justement cet aspect économique, de trouver le bon équilibre, d'y avoir un peu ces astuces que les gens ne verront pas, mais qui vous feront gagner cet argent que vous avez besoin pour lancer le... Oui, c'est ça, et c'est juste d'être, de prendre connaissance et de gagner en expérience. On a fait des erreurs de jeunesse. Tu as dû gagner quand même beaucoup d'expérience avec le précédent. On a gagné beaucoup d'expérience intéressante. Bon, on parle du GameFound alors, du coup, quelques petites infos. Eh ben écoute, là nous on est dans une étape où le développement est peu ou prou définitif, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont gelées, il y a encore un peu de travail de développement, mais largement suffisant pour aller en financement participatif, parce que vous avez pu avoir l'expérience de jeu. Ensuite, là ça va être le travail artistique, le travail ergonomique, et en gros on aimerait pouvoir finir ce travail pour... Espérons, mais pour l'instant c'est une date qui est posée comme ça, c'est-à-dire que ça demande encore beaucoup de travail, mais on aimerait bien quand même sur l'année 2024, à fin 2024, pouvoir être en financement participatif. C'est l'objectif, ça ne veut pas dire qu'il sera réalisable parce qu'il y a énormément d'aléas dans la vie d'une société, mais en tout cas c'est un des objectifs. Et on verra si on peut l'atteindre. Et bien sûr, on tiendra au courant toute la communauté parce que maintenant, ça y est, il est là. Les gens y ont joué, ils y ont joué à SN. Et ceux qui ont joué à SN, il y a une personne qui a joué à SN, qui a joué à cette version. Et c'était juste trop bien parce qu'il a vraiment vu l'évolution. Et il n'était pas sûr à SN. Et là, du coup, pour lui, il était sûr. Donc ça, c'est chouette de voir que le développement peut continuer de permettre de donner envie de jouer. Et vous l'avez vu vous-même ici, tout le nombre de personnes qui s'arrêtent pour regarder le jeu, pour vouloir y jouer.
Ça c'est trop bien. On a vraiment un gros succès là sur. Tant mieux, c'est mérité. Déjà sur le premier a eu un bon succès critique. Non, aussi, mais il y a voilà. vraiment un bouche à oreille. Quand on est arrivé à Cannes, on en parlait brièvement. Tu m'as dit oui, ça va Je pense que celui-là, il va tout casser sur une bonne GameFound. réputation au niveau vente. Tu étais un peu dans les chiffres que tu souhaitais ou... Là, au niveau des ventes, en termes de copies, c'est vraiment chouette. Je veux dire, on a réussi vraiment à avoir un jeu, un succès quoi en fait en termes Oui, de c'est un jeu. succès. C'est-à-dire que il y a énormément de boîtes qui sont chez les gens et que les gens peuvent y jouer. Et il y a beaucoup de parties. Le groupe Discord et Facebook est très très actif. Ouais. Et ça déjà, c'est un indicateur de bonne santé aussi de la communauté. Donc, c'est très bien. Et dans la Il a été communauté- traduit en plusieurs langues. Le jeu, pour l'instant, il est qu'en français et en anglais. Et donc, on discute Ça fait pour deux, avoir déjà. de la localisation. Mais Non, mais c'est enthousiaste pour un jeu, on va dire, de cette exigence. Ben, on ça est veut dire heureux, en tu tout vois. cas qu'il y avait une niche. Il y avait des gens pour ça. Il y a eu des gens Ouais. pour ça, parce que là, tu te dis c'est sans compromis, mais parfois on peut passer à côté de son public. Oui. Et que là, justement, tu as eu un retour vraiment positif. Là, les joueurs, donc nos amis qui étaient passés, ils dire bah oui, mais j'ai voulu prendre rendez-vous, je vais absolument tester le prochain jeu de l'univers d'Ibris. Et vraiment, on sent un enthousiasme. Ah, il y a eu beaucoup de gens qui étaient parce que la place était limitée. Hein. Ah bah J'ai oui. eu beaucoup de personnes qui étaient déçues, qui restaient pour écouter les règles, de pas pouvoir jouer. Et ça, c'est frustrant Oui. pour nous. Au moins, c'est ouvert, c'est qu'ils Ouais. peuvent au moins profiter de l'explication et du jeu qui est exposé. On l'a vu quand on jouait, il y a beaucoup de gens il y a une personne à côté de toi qui parle avec toi, qui sont Tu joues arrêtés. un peu pour procuration, Beaucoup hein. de jeux, ouais, t'as peur. Ah oui, mais De toute façon, visuellement. vous avez filmé un peu l'explication de règles, donc les gens pourront voir. C'est vrai, si c'est vous vrai, l'exploitez, ils pourront le voir. Faites C'est vrai péter que- les vues, les gars, faites péter les Tu vues. as très bien expliqué les règles, tu as été très clair, mais c'est vrai que c'est compliqué à assimiler et c'est pendant en cours de jeu que on n'a pas filmé parce que j'ai eu besoin de moi de me concentrer sur toutes les informations que tu m'avais communiquées, déjà que c'est un de te con poser ensuite des centré, questions sur c'est les de se points de concentrer, règles qui m'avaient échappé. Et ouais, il faut vraiment Là, c'est cadeau, les gars, c'est pour vous. L'univers se plonge dans le jeu et cette exigence est récompensée après. Ah oui. C'est voilà, c'est pas juste parce qu'il y a des jeux qui sont compliqués. On se dit tout ça pour ça. On va dire bon, on a pris ça, on a mis 2 heures vraiment pour comprendre. Après on fait le plan de jeu, et bien ah c'est pas si compliqué, sauf que c'était mal expliqué. Le jeu est trop alambiqué et finalement il n'y a pas la satisfaction. Alors que là il se passe beaucoup de choses. Comme on parlait des coups d'éclat possibles, des situations différentes, de l'adaptation. Ah oui, il y a des imbrications. Tu nous as parlé du pan de jeu supplémentaire à la fin, à toute fin qu'on n'a pas appliqué, qui étaient les Oui. événements historiques. Les versions alternatives qu'on pouvait avoir en sauvant donc Hector, en Patrocle aussi. Patrocle, Hector, Et- Ulysse, tout ça, tous les acteurs de la Donc c'est guerre. très intéressant, mais c'est encore une surcouche. Tu vois, dire ah, il y a encore ça peut-être à prendre en considération. Mais je trouve aussi que c'est, on peut dire, on est beaucoup plus drivé sur sa faction, comme tu avais parlé du coup d'éclat, on dire la personne qui était donc opportuniste avec Hades s'est pas pris la tête avec ce que faisaient les autres modules. Alors c'est vrai que dans le précédent Ibris, j'avais envie de comprendre. Et tu parlais de route. La route, c'était ce cas, dire comprendre des autres factions, comprendre sa faction et les autres factions. Et ça, tu n'as pas ce problème-là dans ce jeu-là. Et c'est quand même une grande qualité pour un jeu aussi complexe. C'est un gros défi. Hein. C'est un gros défi. Merci beaucoup. Merci Merci. Damien, Vraiment franchement beaucoup encore un hit pour moi et j'attends le GameFound avec délectation et l'extension d'Ibris aussi. Merci. Merci à vous. Damien, franchement. Il dit qu'il a plus de genoux. Hein.